Il y a encore des places devant, si vous voulez. Voilà, on va commencer. Bonjour, mesdames et messieurs. Au nom de la Société nautique et du Cercle de la Voile et du comité d'organisation du Bol d'Or Mirabeau, j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin ici pour cette conférence de presse traditionnelle pour ce 77e Bol d'Or Mirabeau. Permettez-moi de saluer la présence de Marcel Beauvert, qui est président du Cercle de la Voile du Bol d'Or Mirabeau, et aussi toutes les autres personnes qui sont ici, navigateurs, VIP, qui nous font le plaisir de venir ce matin avec nous. J'aimerais aussi signaler que cette conférence de presse est retransmise en live aujourd'hui sur le site internet du Bol d'Or Mirabeau. Donc voilà, c'est pour ça que nous utiliserons des micros aussi pour les parties questions-réponses. Mais avant de commencer, permettez-moi de lancer un petit peu cette conférence de presse par le film récapitulatif de l'année passée. Voilà. Donc cette victoire de Lady Cat, de Donna Berterelli et de Yann Guichard, vous vous rappelez tous de cette régate magnifique l'année passée avec des records battus. Et pour vous parler de cette édition, la 77e, j'ai le plaisir de vous annoncer un petit peu les orateurs. Évidemment, Rodolphe Gauthier, qui est le nouveau président du comité d'organisation du Bol d'Or Mirabeau. À sa gauche, Antonio Palma, associé CEO de la banque Mirabeau. Monsieur Tardivel, qui est responsable directeur marketing du Hublot. Et nous aurons également, tout à votre droite, Monsieur Fontana, météorologue de Météo Suisse, qui nous fait le plaisir de venir chaque année nous donner un petit peu le point météo de la situation. Nous aurons également Alec Tournier, qui n'est pas là, mais qui nous rejoindra dans une minute. Et voilà, excusez-moi, Alec Tournier, secrétaire général de la Société nautique, qui nous parlera d'un aspect important qui est celui de la sécurité. Et finalement, last but not least, Bernard Stamm, qui nous fait le plaisir d'être venu spécialement de Bretagne en tant que parrain de ce Bol d'Or Mirabeau. Quelques sujets à l'ordre du jour aujourd'hui. Je crois que ce sera l'occasion pour Rodolphe de nous présenter un petit peu sa vision et l'ambition du nouveau président pour cette édition, mais également les éditions futures. Il reviendra sur certaines caractéristiques de cette régate et certaines des nouveautés. Nous aurons le plaisir d'entendre à la fois Mirabeau et Hublot nous parler un petit peu de leur soutien à cette manifestation. Le point météo, j'en ai parlé, la sécurité également. Je reviendrai brièvement sur les questions des enjeux sportifs, parce qu'effectivement, nous aurons quelques challenges qui seront en jeu. Et finalement, Bernard, on sera ravis de vous écouter parler de votre vision de ce Bol d'Or que vous avez peut-être suivi en étant tout jeune. Et finalement, les questions-réponses à la fin. Rodolphe, quelques mots avant de te passer la parole. Rodolphe a accepté de devenir président du comité d'organisation du Bol d'Or Mirabeau. Il est avocat de formation, il est associé chez Baker McKenzie depuis 2009. C'est également un passionné de voile, évidemment, un marin chevronné, puisqu'il sera trop modeste pour le dire, mais il a gagné samedi dernier la Genève Roll Genève. C'est donc avec grand plaisir que je lui passe la parole, sachant c'est un plaisir d'avoir accepté ce mandat. Il est très occupé. Il est aussi père de 2 jumeaux. Donc voilà, à toi la parole. Merci beaucoup, Christophe. Bienvenue à tous. On
On est parti pour 3 jours de fête à la Société nautique de Genève. C'est vrai que j'ai l'immense plaisir de vous présenter un petit peu les festivités telles qu'elles sont prévues. Parmi les choses qui me tiennent à cœur, c'est évidemment de préserver l'image de fête qu'on avait réussi à développer ces dernières années dans ce club grâce à Michel. Et donc l'idée, ça va être de préserver ces acquis en faisant en sorte que chacun, pas seulement les stars du lac ou les stars des océans qui viennent naviguer, mais que chacun se retrouve dans cette fête. On sait que pour beaucoup, ce week-end, c'est le week-end où il faut être sur le lac. Et c'est principalement notre objectif, c'est que tout le monde soit particulièrement content à la fin du week-end. Il y a aussi un partage humain qui nous tient à cœur. C'est vrai qu'il y a une espèce de fraternité au sein des navigateurs qu'on retrouve rarement tout au long de l'année. Et pendant ce week-end à la nautique, c'est souvent le cas. Tous les gens se congratulent à la fin de la régate. C'est quelque chose qu'on a envie de voir sur les quais. Et d'ores et déjà, je nous en féliciterai si on arrive à atteindre cet objectif. Il y a aussi un point qui est particulier. J'ai dû reprendre cette organisation et j'ai parfaitement conscience, compte tenu du travail colossal qui était fait jusqu'à présent, qu'il n'est plus possible d'avoir uniquement un staff de bénévoles qui s'occupe de cette manifestation, ce qui veut dire qu'on s'est adjoint les services d'une directrice qui s'occupe de toute la partie événementielle et qui nous seconde de manière extrêmement minutieuse. Je remercie ici Laurence Zanon qui a accepté de nous rejoindre aussi au pied levé. Mais c'est pas aussi catégorique que ça, parce qu'il ne faut pas oublier que cette régate, elle tient essentiellement aussi au travail d'une 120aine de bénévoles qui sont en train de s'activer pendant que nous sommes ici à préparer la remise du matériel, à préparer la surveillance, à préparer tous les différents éléments qui doivent être mis en place. Et c'est vraiment sur eux qu'on doit pouvoir compter, parce que sans ces 120 personnes, en réalité, on ne pourrait rien faire, ou alors on le ferait avec des moyens qui sont complètement disproportionnés. Il me paraît aussi important de vous dire que le Bol d'Or est une manifestation phare du Léman. Et dans cette perspective, je pense qu'il est important de la développer encore un petit peu. Et j'aimerais bien qu'on arrive à l'internationaliser. On le voit chaque année un petit peu plus. On a plus de navigateurs étrangers. On essaye de mettre l'accent au sein du comité d'organisation. On essaye de favoriser la venue de nos amis d'Europe, et c'est la raison pour laquelle nous allons continuer là-dessus. Le message étant que si des gens ont du plaisir à naviguer sur d'autres lacs d'Europe, il faut absolument qu'une fois dans leur vie, ils viennent tester le Léman. C'est un petit peu comme le Mont Blanc pour ceux qui font de la voile. Il faut l'avoir fait une fois si vous aimez la voile. C'est aussi important de vous rappeler, parce qu'on l'a vu la semaine dernière dans le cadre de la Genève-Roll, l'orage du Léman est quelque chose qui peut venir de manière subite et qui peut être assez violent. Et je pense que c'était une bonne piqûre de rappel pour tous les concurrents et également pour les organisateurs. On reviendra là-dessus. Vous avez Alec Tournier qui vous en parlera. Un aspect sécurité et rappel est important à tous les concurrents. Tout a été mis en place au sein du comité d'organisation pour anticiper au maximum, mais je compte sur vous pour que ces messages soient parfaitement relayés dans les médias, parce que c'est quelque chose qui est important, on le sait, pour tous ceux qui font de la voile. Si vous anticipez, en général, vous arrivez à passablement limiter les risques de problèmes. Et le dernier point, mais qui n'est certainement pas le plus infini, c'est celui de la visibilité des réseaux sociaux. Ça a commencé il y a 2-3 ans et chaque année, on essaye de monter relativement en puissance par rapport à ces différentes plateformes. Et cette année, on va essayer de couvrir encore plus en live la régate. On va également essayer de faire en sorte que tous les réseaux sociaux soient du plus actifs et des plus réguliers possible pour que vous puissiez vivre cette régate de manière la plus rapide possible. Et ce n'est pas un vain mot, parce que probablement que M. Fontana vous en parlera, mais je pense que la régate va être pleine de rebondissements compte tenu de la météo. Donc je pense que ce sera un parfait exercice pour pouvoir suivre cette régate en direct. Voilà. Merci. S'agissant des classements, vous le savez, alors on n'a pas de changement majeur. Vous avez un tenant du titre qui détient le challenge du Bol d'Or, c'est le Lady Cat, qui est actuellement barré par Yann Guichard et Donna Bertarelli, donc ils remettent le titre en jeu. Le challenge du Bol d'Or de Vermeil, qui est celui pour les monocoques, c'est un challenge qui est actuellement détenu par le Psaros 40 Seas. Il faut savoir cette année qu'en réalité, on peut devoir attribuer ce challenge de manière définitive, puisqu'un bateau qui le
remporte 3 ans sur les 5 dernières éditions peut partir définitivement avec. Et cette année, la lutte sera particulièrement acharnée entre le SIS et le Rafika, le bateau hongrois, qui nous fait le plaisir de venir depuis de nombreuses années, puis qui l'année dernière avait dématé dans la brise. Donc on verra si cette année, il a un peu plus de chance pour venir tenter d'arracher ce bol d'or. Et puis enfin, le dernier challenge, qui est le challenge ACVL SRS, qui récompense le bateau qui est le premier en temps compensé. C'est un challenge qui est particulièrement important, en tout cas pour les organisateurs, puisque c'est celui, en fait, de toutes les classes, c'est celui de tous les monocoques, et ça récompense celui qui aura fait le meilleur temps, compte tenu des capacités de son bateau. On souhaite bonne chance donc aux 500 concurrents qui tenteront d'avoir ce challenge. Il reste encore les 3 trophées qui avaient été initiés il y a quelques années, celui des écoles de voile, actuellement détenu par le club nautique, par l'école de voile de Versoix, le trophée Inter-Entreprise qui a été remporté l'année dernière par l'Université de Genève, et le trophée Interclub, et ça tombe bien que nous soyons ici pour le dire, je crois qu'il est détenu par la Société nautique de Genève. Voilà, pour ces 3 trophées, il y a environ une dizaine d'inscrits dans chacun de ces trophées. J'en viens maintenant au moment fort. Vous savez, vous connaissez un petit peu la formule qui a été mise sur pied. Ce qui nous paraît important de vous préciser, c'est que la cérémonie d'ouverture est à 18h demain. On espère qu'il ne pleuvra pas encore pour que tout le monde soit sous la tente de manière sèche. Dès 18h15, nous avons le plaisir d'avoir 2 tables rondes qui seront particulièrement intéressantes avec des marins de renom et des personnes clés par rapport aux sujets qui sont traités. Et puis ensuite, nous avons ce qu'on appelle le top du top. C'est le dernier pointage météo de 18h45 que tout le monde attend et qui sera particulièrement attendu demain, puisqu'on sait que ça bouge un petit peu et que rien n'est clair en l'état. J'ai aussi l'immense plaisir de vous dire que samedi, c'est le président du Grand Conseil genevois, Antoine Bard, qui va donner le départ de la course. Il nous apparaissait important que le premier citoyen de Genève participe à cet événement d'importance. Et puis ensuite, vous pourrez la suivre, comme je l'ai dit, sur le live et sur toutes les différentes plateformes que nous avons mises au point. Bien évidemment, pendant tout le week-end, vous avez la nautique qui sera ouverte. On maintient l'apéritif du vendredi soir avec tous les concurrents. On maintient les lasagnes à l'arrivée pour tous les concurrents. L'objectif, c'est que tout le monde soit là. Il est probable qu'il y ait moins d'attroupement que l'année dernière, puisque tout le monde avait pu arriver entre 17h et 21h, ce qui était exceptionnel, sauf que le restaurateur s'en souvient encore. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on aimerait bien qu'il y ait un maximum de monde qui vienne, et ça nous fera plaisir de vous dire que le clubhouse est ouvert pendant tout le week-end. Et enfin, on arrivera probablement au bout de cette manifestation avec la distribution des prix à 19h le dimanche, à laquelle tout le monde participera, je l'espère, et avec le sourire et tout son matériel entier au terme du week-end. Voilà. Pour les tables rondes dont on parlait tout à l'heure, vous avez 2 sujets qui nous paraissaient intéressants de traiter. Le premier, c'est donc l'essor de la communication et de la voile en direct avec les plateformes médias. Et ça nous paraissait très intéressant de faire le parallèle entre ce qui a été commencé il y a de nombreuses années, à l'époque où seuls quelques pointages radio étaient disponibles pendant le bol d'or. On parle d'une vingtaine d'années. Je crois qu'Hervé Borsier pourra en parler très bien. Et puis tout ce qui se met en place gentiment et quelles sont les tendances. Et puis là, l'autre table, alors vous voyez le plateau qu'on pourra vous proposer. Vous avez à peu près tout ce qui se fait de mieux dans la voile actuelle à différents étages qui va venir débattre de l'avenir de la voile. Va-t-on avoir des foils? Est-ce possible sur le lac? Est-ce possible sur les océans? Je pense que ça promet de grandes discussions, en espérant que les marins oseront se confier quelques petits secrets, parce qu'évidemment que c'est encore un vrai laboratoire. Voilà. Et puis avant d'en terminer, il faut évidemment remercier toutes les personnes qui nous aident à organiser ça. Il y a évidemment le comité exécutif, j'ai parlé de Laurence, j'ai parlé de Marcel, même si en fait le comité exécutif n'en est plus vraiment un, puisqu'on a reformé en étant un vrai comité d'organisation au sens large, qui fait que nous sommes une quinzaine à travailler de manière quotidienne sur cette organisation depuis bien 3 mois en fonction des besoins. C'est dur, je vous cache pas que c'est pas rien, mais c'est un plaisir de voir à quel point tout le monde est motivé et tout le monde a une volonté de bien faire et de participer de la meilleure manière qui soit.
Il y a évidemment aussi les collaborateurs de la SNG qui nous aident pour passablement de choses. Je crois qu'on a tous en tête le sourire des gardes-ports quand ils viennent vous aider à amarrer ou à lâcher votre bateau avant ou après la course. Les entraîneurs qui font partie à part entière de l'organisation. L'administration et le secrétariat, je crois que c'est extraordinaire le travail qu'ils font pour participer à cette organisation. Merci à elles. Et puis le Club Master qui est en réalité notre chauffeur attitré pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir un lift et qui nous aide dans passablement de tâches. Merci à lui. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les bénévoles, c'est 120 personnes. 120 personnes, c'est quand même énorme, il faut les gérer. Nous avons Véronique Christ-Lévesque qui est en charge des bénévoles depuis cette année. Ce n'est pas une mince affaire et c'est vraiment des gens qui sont vraiment à remercier parce que c'est important ce qu'ils font. La surveillance également, c'est dans le même ordre d'idée. C'est des gens qui mettent leur temps et leur passion à disposition des autres pour que la fête soit belle. 25 bateaux de surveillance gérés par Gilles Alborghetti qui est probablement là ou qui le sera. C'est vraiment une super équipe et c'est beau parce qu'en réalité, c'est la section qui est plutôt la section hélice du club et on arrive avec cet événement à rassembler les différentes sections. C'est quelque chose qui nous fait particulièrement plaisir. Le restaurant, je vous en ai parlé tout à l'heure, ils travaillent d'arrache-pied. J'espère qu'ils vont vous pourrez vous délecter de tout ce qu'ils ont préparé pendant le week-end. Ils sont une trentaine, je crois, à travailler pendant le week-end. C'est vraiment le pire week-end ou le meilleur week-end, selon pour le restaurateur. Un travail admirable. Il faut vraiment les féliciter et être conscient que quand tout le monde arrive en même temps, c'est difficile pour eux d'être au four et au moulin, comme on le dit. Les vieux artilleurs, c'est évidemment ceux qui donnent le départ de manière retentissante. Ils sont à Port-Tunnel, ils vont donner ce départ à 10h pétantes. Il faut aller les voir, ils sont en tenue. C'est un clin d'œil à l'histoire, ça fait partie du canton. Un grand merci à eux de continuer à accepter de venir présenter, enfin de venir tirer le coup de canon de notre départ. Et puis enfin, le jury international, c'est quand même important. Sans eux, on ne pourrait pas organiser officiellement la manifestation. Ils sont là pour s'assurer que le club respecte toutes les règles et fait en sorte que les concurrents également les respectent en cas de problème. Un grand merci à eux. Il est composé de plusieurs personnes à l'international et pas uniquement de Suisses, bien évidemment. Voilà. Et puis, les plus importants également, les sponsors, les partenaires et les supporters qui nous aident. Un grand merci. Vous avez vu, le Bol d'Or Mirabeau, c'est vraiment quelque chose qui est une manifestation. Souvent, en guise de clin d'œil, quand on m'a demandé pourquoi j'avais repris, j'explique qu'en réalité, j'ai pensé que j'allais reprendre l'organisation d'une régate. J'en suis plus tout à fait convaincu. Je pense que 15% du temps, c'est l'organisation de la régate, 85% du temps, c'est l'organisation d'un événement. Et cet événement n'est possible que si vous avez des partenaires et des sponsors et des supporters. J'aimerais tous les remercier. Chacun, dans sa mesure, fait des efforts et apporte quelque chose qui nous permet de faire progresser cet événement. On en est très content. On espère que ça va continuer comme ça. On les remercie tous et on espère que tout le monde pourra continuer comme ça sur les prochaines années pour longtemps. Merci beaucoup. C'est pour moi maintenant la transition parfaite pour donner la parole à Antonio, qui est le responsable, l'associé Mirabeau. Je te donne la parole puisque c'est à ton tour maintenant de t'exprimer. C'était prévu pour eux. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir chaque année d'être là avec vous. Cette année, c'est notre 10e anniversaire en tant que sponsor, 10 ans que nous sommes présents à cette manifestation et qu'on associe notre nom, notre image. On m'a posé la question tout à l'heure, pour combien d'années encore? Je dis c'est comme un mariage, on regarde les années qu'on a fait ensemble, on espère que ça va continuer. Et un mariage n'existe que pour autant que les deux personnes s'entendent bien. Nous avons, avec la Société Nautique, nous avons passé 10 années extraordinaires. On ne voit pas pourquoi que ça s'arrêterait. Chaque année, vous voyez, vous qui le suivez, cette régate, il y a des améliorations constantes dans l'organisation, dans l'événement, dans les personnes qui nous font le plaisir, les grands marins qui nous font le plaisir de venir. Et il y a deux régates. Il y a la régate vraiment des professionnels, des bateaux excessivement
important, dynamique, innovateur, technologique, et que chaque année pousse plus loin l'évolution de la voile. Et puis ensuite, la régate populaire, laquelle j'ai toujours fait partie, et qui fait quand même l'âme et aussi l'essentiel de cette course. Nous sommes là pour, maintenant ça fait 10 ans, nous voulons continuer. Nous voulons continuer à apporter notre soutien à cette magnifique régate et faire tout ce qu'on peut pour soutenir le nouveau comité. Je remercie Rodolphe d'avoir pris cette présidence. C'est un travail excessivement important et il pourra compter sur nous pour aider cette magnifique manifestation à se poursuivre d'année en année. Merci beaucoup Antonio, et je crois qu'effectivement on peut remercier Mirabeau pour cet engagement constant dans la voile et pour le boulder Mirabeau en particulier. À votre gauche, j'aimerais vous présenter M. Tardivelle. L'engagement du Hublot dans la voile est aussi quelque chose d'historique. M. Tardivelle est directeur du marketing pour Hublot. Il a une longue expérience dans le domaine du marketing et du sponsoring, mais plus particulièrement de nombreuses entreprises, mais plus particulièrement, il a été pendant 7 ans directeur du sponsoring chez la Scuderia Ferrari. Donc c'est une expérience importante qu'il amène. Et il est directeur du marketing depuis Hublot depuis 18 mois. Et donc je vous passe la parole. Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, pour Hublot, on dit toujours donc l'art de la fusion est notre motto générique. Donc à la fois dans nos produits, on est toujours à la recherche de produits innovants avec des matériaux, une innovation avec une marque horlogère traditionnelle qui s'exprime donc à travers le savoir-faire technologique que nous possédons dans la manufacture, mais aussi donc une association de matériaux. C'est aussi vrai dans les actions de marketing et communication que nous pouvons entreprendre. Et donc ici, le sport en particulier donc est un terrain favori d'expression pour Hublot. Et donc nous sommes très fiers d'être associés donc au boulder Mirabeau pour maintenant la 3e année. Et je crois qu'effectivement, on peut dire que c'était toujours un succès, au-delà donc de la présence en termes de communication, mais aussi car nous avons toujours un mode d'expression lié au produit. Et donc on a développé une montre dédiée et spécifique qui reprend des codes Hublot, donc une classique fusion, on va dire chronographe 45 mm, qui est donc le produit que vous trouvez ici dans la vitrine et aussi disponible dans la boutique. Mais au-delà du produit qui est ici, je crois qu'il y a effectivement un ancrage local qui est important aussi pour Hublot. Nous sommes très présents à l'international. Nous avons des succès importants. Donc, comme on l'a vu, on est présent dans plus de à peu près 39 pays avec nos 77 boutiques et 115 pays avec des points de vente. Donc on a eu un développement international très fort, mais c'est aussi important pour nous que nous ayons un ancrage ici donc à Genève. Et vraiment, je le répète, et merci donc encore au comité d'organisation de travailler avec nous, et en tant que chronométreur officiel pour cette 3e année consécutive, mais aussi donc, pour l'avenir. On est absolument très fiers de faire partie de cette belle aventure, qui est aussi un événement populaire ici, et qui permet à la marque de s'exprimer sur les rives du Léman. Donc ici, juste quelques images d'illustration. Donc une montre classique fusion qui reprend les codes de la marque, un chronographe, avec donc un cadran carbone et des éléments donc, de céramique sur la couronne. Donc merci beaucoup, et encore une fois donc, vous pourrez voir et apprécier nos produits dans la boutique au cours du week-end. Merci à tous. Merci beaucoup. Le point météo, Lionel Fontana, je crois que c'est un moment qui sera très attendu et important pour ce week-end. Alors aujourd'hui, j'aurais bien aimé, comme l'année passée, amener dans la valise une belle situation de bise. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. On va avoir une situation assez molle dans l'ensemble. Ça, ce sont les vents vers 1500 mètres samedi. Pourquoi vers 1500 mètres? Parce qu'en été, les vents qui sont vers 1500 mètres
donne le là généralement sur les vents qu'on peut avoir au niveau du lac. Donc on va avoir le passage d'une perturbation dans la nuit de vendredi à samedi qui va s'accompagner de vents de sud-ouest. Il peut y avoir des rafales là-dedans liées aux averses et aux orages. Malheureusement, samedi matin, cette perturbation aura passé. On n'aura plus grand-chose comme vent en altitude. Vous voyez, 2 nœuds vers 1500 mètres, ce n'est pas grand-chose. Donc on ne peut pas s'attendre à grand-chose au niveau du lac. Dimanche, on a cette zone dépressionnaire qui était déjà là samedi, hein, qui s'approche peu à peu et qui, dimanche, vers midi, vers 14h locales, est vraiment sur nous. Alors, résultat de tout ça, on va avoir samedi un temps assez changeant qui peut devenir partiellement ensoleillé quand la perturbation va s'éloigner en direction du haut lac, donc avant le départ de la course, mais avec de l'instabilité. Il faudra compter en cours de journée avec un risque d'averse et d'orage. On n'aura pas une masse d'air tropicale, chaude et humide comme on a eu la semaine passée avec des orages qui étaient localement violents, mais il y a quand même de l'instabilité et il faudra considérer cette instabilité. Dimanche, pour les plus lents, ils auront un temps aussi changeant, plutôt nuageux. Là, les chances d'éclaircies sont extrêmement faibles, avec là encore un risque d'averse et d'orage, plutôt long du relief, mais ça va être c'est pas une situation de beau temps très clairement. Côté vent, en caractère gras, j'ai mis variable 1 de Beaufort, que ce soit pour samedi et dimanche. Je n'ai pas parlé de vents locaux parce que comme on aura un déficit d'ensoleillement, ça va être assez difficile même pour les vents locaux de se mettre en place. C'est clair que si on a 2-3 heures d'ensoleillement, disons au bout d'un temps assez ensoleillé samedi, on pourrait avoir un semblant de vents locaux, un semblant de brise. Normalement, pas grand-chose. On pourrait avoir un petit résidu de sud-ouest au départ. Il est vraiment peu probable, mais enfin, disons, il peut peut-être faire la différence. Voilà, il va falloir donc compter sur des vents faibles et variables. Et puis dimanche, on pourrait avoir sur la fin de journée un sud-ouest de 3 Beaufort. Il n'est pas en caractère gras, ce n'est pas par hasard. Et pendant toute la période, évidemment, les vents vont quand même être irréguliers. C'est-à-dire que le régime d'averse et d'orage va pouvoir faire la différence. Une averse ou une averse orageuse qui se développe sur les préalpes françaises peut donner une très bonne risée. Et si un des bateaux touche cette risée, il peut tirer un très bon bord et prendre la tête. Donc évidemment, c'est un peu un boulder coup de poker, très, très clairement. Voilà. Alors, dans le détail, voilà, le matin, on pourrait avoir un temps partiellement ensoleillé, des résidus d'averse quelque part sur le haut lac. Le risque d'averse, au départ, à mon avis, est assez faible. Mais enfin, voilà, il n'est pas totalement exclu. Le régime d'averse sur le haut lac peut créer, disons, quelques petits airs. Mais bon, on va partir sur ce vent variable 1 de Beaufort pour l'essentiel, sur le petit lac et le grand lac. Voilà, quelques risées possibles sous une averse, mais la probabilité est faible. Et puis, pour samedi après-midi, le soir, et on peut mettre dimanche dans ce schéma-là, un temps instable avec des averses orageuses qui peuvent donner évidemment des coups de vent. Donc, prudence sur le haut lac, parce que le moment où l'instabilité sera la plus forte, évidemment, pour la plupart des bateaux, pour le grand groupe des bateaux, ça sera sur le haut lac. Donc là, c'est évidemment une attention particulière sur les feux qui peuvent être allumés évidemment en cas de coup de vent. On a une petite surpression au sud des Alpes, côté du Tessin. Ouais, on est sur le plan d'eau, mais enfin, il faut regarder un peu loin pour faire la prévision. Et le soir et dans la nuit de samedi à dimanche, c'est pas impossible d'avoir un tout petit peu de vent d'air sur le haut lac. Je le dis pratiquement en chuchotant, mais c'est pas impossible. Ça pourrait faire aussi un peu la différence pour, je dirais pas les bateaux de tête, mais en tout cas pour les bateaux qui sont sur le haut lac encore le soir et dans la nuit. Voilà, une météo difficile, avec très peu de vent, donc une météo un peu coup de poker, comme je le disais. Peut-être rappeler une petite chose, depuis l'année passée, la loi a changé, l'ordonnance sur les vents sur les lacs a changé. On avait auparavant des avis de prudence et des avis de tempête. L'avis de prudence indiquait l'imminence d'un coup de vent et l'avis de tempête si c'était vraiment très imminent. Aujourd'hui, c'est la force du vent qui va faire la différence. Et on ne parle plus d'avis de prudence, mais d'avis de gros vent pour lorsqu'on a le feu à éclipse qui tourne 40 fois par minute. Et puis, on a l'avis de tempête pour des vents qui peuvent être supérieurs à 33 nœuds
et de 25 à 33 nœuds, on est sur la vie de gros vent. C'est un petit détail, mais il n'est pas inutile de le rappeler. C'est un changement dans la loi. Et donc tous les manuels de voile ont été changés en conséquence. Voilà, c'est fini pour moi. Merci beaucoup. Bonne course. Et je crois que c'est... Merci beaucoup pour ce point. Et je crois que c'est Pierre Eckert qui sera là demain soir. Exactement. À 18h45 environ pour le dernier point météo. Donc on verra si ça aura évolué ou pas. On a parlé d'éléments orageux et c'est pour ça qu'on a demandé à Alec Tournier, donc le secrétaire général de la nautique, de nous faire un petit point. C'est le monsieur sécurité aussi pour ce bol d'or. Et je crois que c'est jamais inutile de rappeler ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ce qu'il faut faire et pas faire, d'abord, la première chose, c'est de disposer de tout le matériel de sécurité complet. Donc, il y a le matériel obligatoire que tous les bateaux doivent avoir à bord, mais les instructions de course du bol d'or en demandent des supplémentaires par mesure de sécurité. Donc, on demande une lampe de poche étanche, on demande des scialumes, chaque participant doit avoir ça à bord. Et il est clair que lorsqu'on annonce, comme Lionel Fontana vient de vous le dire, des possibilités d'orage, ces orages peuvent être violents, ils peuvent être la nuit. Donc je crois que la première des choses, c'est de rester extrêmement attentif. Nous avons un partenaire qui est OneFM. OneFM va diffuser un bulletin météo toutes les demi-heures et je pense qu'il serait prudent sur la plupart des bateaux au début de la nuit, en tout cas, lorsque la nuit tombe, d'écouter ces bulletins météo pour voir si des orages sont annoncés. Regardez évidemment les feux tempêtes, on vient d'en parler. Observer le plan d'eau, c'est la première des choses qu'il faut faire, de nuit comme de jour, voir ce qui se passe au loin. Regardez les bateaux, on voit facilement des bateaux qui peuvent partir comme on le dit en termes de voileux, partir au tapis si l'orage devient très violent, donc il faut être prêt. Préparer son matériel à l'avance, donc l'avoir toujours sous la main. Chaque bateau doit être équipé d'une bouée en fer à cheval. C'est une bouée qui est assez grosse, qui prend de la place, qui est dure, donc on ne peut pas la plier. Donc elle est souvent remise à l'avant du bateau, sous un coffre. Et je pense que là, c'est quelque chose d'important de l'avoir à disposition, de pouvoir, le cas échéant, la jeter à un marin ou à un équipier qui tomberait à l'eau. Je vous rappelle que si un équipier tombe à l'eau, la première des choses, c'est de désigner un équipier qui ne devra plus le quitter des yeux et ne faire que ça, jusqu'à ce qu'on l'ait récupéré. C'est la chose la plus importante. Voilà, le reste, ce sont des consignes, je dirais, qui ont l'air de tomber sous le sens, mais lorsque l'orage vient, ce n'est pas toujours évident. Avoir un portable, le mettre dans une pochette étanche et ne pas oublier de prendre note du numéro de téléphone de Porto Central, qui est notre centrale de référence au niveau de la surveillance. Ils ont un numéro de téléphone fixe dédié. Vous arrivez directement chez eux en cas si vous observez également des incidents autour de vous en tant que navigateur. C'est important de le leur signaler. Nous avons une équipe de surveillance avec des bateaux. Ils sont là, ce sont les yeux du lac, mais ils ne peuvent pas tout voir à tout moment et partout. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce point a déjà été couvert, donc on peut déjà passer au point suivant. Merci. Je vais vous parler en 2 minutes de l'élément sportif, le nombre des bateaux inscrits. Si on peut avoir, voilà. On a cette année 500 bateaux qui ont été inscrits, les derniers encore hier soir avant minuit. Et donc, ce qui nous fait que nous avons 36 multicoques. Et je pense qu'à ce niveau-là, 17 M1, les D635, mais plus un certain nombre d'autres bateaux. Les M2, c'est vrai que en fonction de la conditions météo, je pense que la lutte sera très acharnée pour la victoire. Ça ouvre la porte probablement à une vingtaine de candidats potentiels à cette victoire, parce que faire avec des airs légers pourrait favoriser ou certains M2 qui sont assez affûtés. En termes de monocoques, nous avons comme chaque année une bonne centaine de surprises, 107 exactement cette année, et 30 grandes surprises. Et finalement, nous avons également toutes les autres monocoques selon les différentes catégories que vous pouvez voir ici affichées sur l'écran. Je reviendrai brièvement sur les éléments de la communication, puisque
Vous pourrez suivre, tout le monde pourra suivre effectivement cette course en direct et en live à de nombreuses regards. Vous avez donc la page d'accueil du site internet du Bol d'Or Mirabeau. Et en particulier, vous pourrez, comme chaque année, tous les bateaux étant équipés d'une balise, vous pouvez suivre les bateaux, la progression des différents bateaux sur cette cartographie. Vous pourrez évidemment aussi sélectionner la classe qui vous intéresse, et c'est vrai que ce sera intéressant. En particulier, vous pourrez aussi, enfin tous les passionnés pourront suivre les bateaux qu'ils suivent en particulier en s'abonnant à Twitter. Et du coup, à des moments clés de la régate, ils pourront savoir où se situent les bateaux qu'ils aimeraient suivre. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été initié il y a 2-3 ans et qui se poursuivra cette année. En termes de couverture live, Rodolphe en a parlé tout à l'heure, nous allons maintenant, pour la première fois, suivre le départ de ce Bol d'Or Mirabeau en live, je dirais les 10-15 premières minutes en fonction de la météo. Et le passage... On va trop vite là, pardon. Et le passage au Bouvray sera également retransmis en live, donc vous pourrez vraiment regarder qui passera au Bouvray à quel moment. Et si les conditions le permettent, on aura aussi l'arrivée en direct. Évidemment, ce sera une arrivée qui devra se faire quand même avant la tombée de la nuit, parce que c'est vrai que la nuit, on ne pourra pas forcément avoir les projecteurs pour suivre cette arrivée en direct. Cette plateforme live vous offrira aussi beaucoup de news, des vidéos, des interviews, des profils, des différents sujets. On aura un sujet notamment sur la sécurité. Donc vous pourrez aussi suivre cette course un petit peu de l'intérieur. Et il y a pas mal à faire sur les différents réseaux, que ce soit Twitter, Facebook, etc. Donc je vous encourage un peu à suivre cette évolution. Et là, juste pour vous donner une idée de comment ça s'était développé ces dernières années, cette plateforme live avait été mise en place en 2012 en anticipant le 75 anniversaire. Et vous voyez que depuis, on a une augmentation des visiteurs régulière et constante. Bien que le fait que l'année passée, on avait une course qui était très rapide, puisque l'arrivée s'était faite en début de soirée, ce qui n'était pas le cas des 2 éditions précédentes, ce qui évidemment a un petit peu réduit l'attention du moment que la ligne d'arrivée avait été franchie. Mais je pense que c'est une progression qu'on va certainement continuer à suivre ces prochaines années. Voilà. Et c'est maintenant l'honneur et le plaisir de donner la parole à Bernard Stamm, qui est évidemment installé en France, mais qui est en fait un véritable marin lémanique, puisqu'il m'a dit qu'il était né à Genève, avait passé son enfance dans le canton de Vaud. Et c'est vrai que ce serait intéressant de lui demander un petit peu quelle est sa perception du Bol d'Or Mirabeau, comme il l'a vécu quand il était petit. Je ne sais pas combien de fois il l'a fait. Et donc voilà, je vous cède la parole, tout en précisant qu'évidemment, on pourrait le présenter de manière plus longue, sachant qu'il a gagné récemment avec Jean Le Cam la Barcelona World Race, qu'il a gagné en 2002 la Around the Lawn et d'autres courses entre-temps. Donc je pense qu'il n'a pas un palmarès absolument magnifique. Et c'est un plaisir de vous passer la parole. Merci. Tout d'abord, je suis ravi d'être ici. Et je suis très honoré que l'organisation du Bol d'Or m'ait demandé de parrainer l'événement. J'étais loin de penser que je serais parrain du Bol d'Or un jour. Quand j'étais, en fait, le Bol d'Or, il a fait partie de mon éducation de voile, quoi. J'ai appris à naviguer sur le lac, j'ai commencé à régater sur le lac et je pense que le Bol d'Or, il a grandement participé à ma délocalisation au large. J'ai toujours trouvé cette course déjà magnifique et elle allait un peu plus loin que les régates d'entraînement ou les régates du soir qu'on faisait à Morges, à Puy ou à Saint-Pré. Et du coup, ça amenait un peu d'espace, quoi. Et il y avait un autre aspect des choses que je trouvais très bien, c'est de mélanger l'élite au reste des gens qui aiment la voile, quoi. Que ce soit ouvert au côté élitiste et au côté populaire. J'ai trouvé ça
j'ai toujours trouvé ça très intéressant et ça mène du coup des belles lignes de départ, quoi, où il y a beaucoup de bateaux. Alors là, moi j'ai participé 3 fois au Bol d'Or, mais par contre ça fait longtemps. Ça fait, je sais plus quelle année j'ai fait la dernière fois, mais c'était, je pense, en 92, 93. Voilà, ça fait longtemps. Après, les courses au large m'ont tenu éloigné de la Suisse. Après, je suis resté proche de mon bateau. Voilà. Après, bon, il y a eu une femme, il y a eu des enfants, et puis finalement, je suis resté proche de la famille et du bateau. Donc, et puis jusqu'à présent, le Bol d'Or s'est toujours couru un peu dans ma saison de course, ce qui va peut-être changer parce que là j'ai plus de bateau, donc j'espère pouvoir être là l'année prochaine, parce que là je suis parrain du Bol d'Or. Par contre, je suis un peu frustré parce que je peux pas rester. Voilà, donc j'espère que ça se passera bien pour tout le monde. Ça a l'air d'être passablement compliqué au niveau météo, mais bon, tout le monde est à la même enseigne, donc je pense que ça va faire une belle course, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bernard d'avoir accepté d'être le parrain de cette manifestation. Et puis je crois que tous ici, on te souhaite bonne chance pour le Tour de France à la voile avec ton Diam 24. Tu es reparti pour de nouvelles aventures, alors bonne chance. Merci. Et je pourrais aussi rajouter que c'est vrai que les marins océaniques prennent un petit peu de temps à revenir au Bol d'Or. Si je prends l'exemple de Dominique Vavre, ça fait quelques années qu'il ne l'avait plus couru et cette année, il sera à nouveau à bord d'un bateau après, je sais pas, 10 ans de spectateurs. Voilà. Merci à vous tous et je pense que maintenant c'est l'occasion d'ouvrir un petit peu la discussion avec vos questions. J'aimerais juste vous rappeler de bien parler dans le micro pour qu'on puisse vous écouter également sur la plateforme. Alors, qui veut commencer ? Non ? Pas de questions ? Donc, je vais poser peut-être une question à Rodolphe. Rodolphe, en termes de météo, comment ça va se passer d'un point de vue des concurrents ? Est-ce qu'il y aura plutôt une tactique course suisse ou course côte française ? Même chose pour Lionel. Qu'est-ce qu'il faudrait privilégier sur cette météo un petit peu instable ? Moi, je ne suis pas un navigateur. Hein. Je suis un montagnard. Oui, mais l'analyse des vents. Non, franchement, il faudrait poser la question à Bernard Dunant, qui pourrait mieux répondre à cette question, je pense, météorologue et grand navigateur. En fait, j'avais dit il y a quelques années que je ne parlerais qu'en présence de mon avocat. Alors comme il y en a un ici, ça va aller très bien. Non, on ne peut pas faire des prévisions. Ça va dépendre des places des averses. Alors, simplement, ce qu'on peut dire, peut-être en plus, c'est qu'on a 3 vallées principales. La vallée de l'Arve, le Valais et les Drances. Et quand il y a des averses au fond de ces vallées, ça finit toujours par faire un peu d'air qui descend et qui se pose en éventail devant les Drances, ou justement canalisé sous forme de vaudron dans le Haut-Lac. Et puis ici, on a affaire à de la Molène et des vents qui sortent donc de la côte française. Mais ça, c'est quand il y a les averses. Entre deux, il y aura des moments de mou. Il n'y aura pas assez de soleil, donc le terrain étant très humide suite à vendredi, il faut quand même du temps pour sécher ce terrain avant que les thermiques se lèvent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Bernard. Voilà. Merci de confirmer Bernard. Oui, juste une petite question sur les M1. Pierre-Antoine Préti, bonjour. Vous dénombrez 17 M1, sachant qu'on a 11 environ D35. Est-ce qu'on arrive à faire le détail
du reste des grands multicoques lémaniques? Oui, alors en réalité, je crois qu'il y a effectivement 11 D35, il y a 2 GC32, il y a un Ventilo M1, et puis on a 3 35 pieds, mais qui sont plus, si vous me passez l'expression, plus course croisière. Donc ceux-là, probablement qu'ils auront un peu plus de peine à accrocher le wagon de tête. Mais on a la chance d'avoir un GC32 donc, français, puis un hongrois également. Et puis chez les M2, vous en avez 19, dont 17 qui font partie de leur championnat, donc qui sont aussi affûtés. C'est vrai que ce que disait Christophe, c'est assez juste, c'est que si vous avez une course où vous n'avez pas d'air établi et où en réalité l'objectif c'est de se positionner le mieux possible par rapport à la risée de l'averse, tout est possible. Donc probablement que, et ça me permet peut-être de répondre à la question que me posait Christophe tout à l'heure, probablement qu'on va assister à des vrais choix tactiques avec des vrais coups de bol ou coups de poker, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Mais j'imagine qu'à la sortie du petit lac, il y aura clairement 2 tendances, et puis certains seront contents et d'autres n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Mais peut-être que la météo en décidera autrement, parce qu'on sait que les resserrements en fin de course, c'est possible. Ouais, j'aimerais ajouter quelque chose aujourd'hui avec les iPhones. Vous avez accès en direct aux images radar. Ça aussi, c'est une grande nouveauté, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et effectivement, depuis le bateau, on peut évidemment voir évoluer les cellules d'averse ou les cellules orageuses et aussi faire des choix par rapport à ce qu'on observe sur cette image radar. C'est aussi un outil très utile pour la sécurité. Ça permet aussi d'anticiper un certain nombre de coups de vent. Donc l'image radar peut être un outil très très utile dans les choix en course. Ce qui sera également intéressant de noter, c'est qu'effectivement, les retards qui pourraient être pris dans la première moitié de la course ne sont pas forcément significatifs, parce qu'ils pourraient être très tactiques sur le retour. Donc c'est vrai que tout reste très ouvert, et probablement ça restera très ouvert assez longtemps, à moins qu'il y en ait un qui s'échappe définitivement. Mais je pense que ce sera plutôt une course très tactique tout au long. D'autres questions ? Non ? Pas d'autres questions une dernière fois ? Non ? Non ? Dans ce cas-là, je vous remercie tous d'être venus. Attendez, c'est pas fini. Je vous remercie d'être venus. Et nous aurons dans quelques minutes un cocktail où vous êtes tous cordialement bienvenus. Mais avant ça, on aimerait repasser la parole à Rodolphe pour qu'il vous parle brièvement de la Celebrity Race qui aura lieu d'ici à 12h30 et auquel certains d'entre vous participeront. Rodolphe, le temps qu'on mette la présentation, voilà. Oui, merci beaucoup Christophe. Effectivement, cette Celebrity Race qui est à sa 3e édition, l'objectif était de mettre sur pied un événement pro-am qui permette de lancer véritablement la régate. C'est un concept relativement simple avec une course qu'on appelle course banane traditionnelle. Vous allez avoir 6 surprises qui sont préparées, équipées avec 4 membres d'équipage, une personnalité VIP qui normalement n'a jamais mis les pieds sur un bateau, ou en tout cas de manière très sporadique, assisté d'un journaliste, j'en vois certains qui sont déjà en train de se réjouir d'être sur l'eau tout à l'heure, et puis également de 2 marins chevronnés qui leur permettront de piloter le bateau et de l'amener si possible à la victoire. Cette course a lieu dès 13h30 à suivre après l'apéritif de bienvenue, et puis la remise des prix aura lieu tout à l'heure. L'objectif est de faire 3 petites manches de l'ordre de 20 à 25 minutes, et pendant que je parle, vous pouvez découvrir les différentes personnalités qui seront à bord de ces bateaux. Pour la plupart d'entre elles, je crois qu'il n'est absolument pas nécessaire de les présenter. Ça va du champion sportif à l'humoriste, en passant par la star océanique ou la présentatrice de la TSR. On se réjouit de leur faire partager des moments d'émotion, y compris, je ne sais pas encore avec qui tu vas naviguer, Bernard, mais je pense que tu vas bien t'amuser. Voilà pour les différents bateaux et les différents équipages. Je vous laisse les découvrir. Il y a certains binômes qui s'annoncent intéressants, et puis que le meilleur gagne. Voilà, donc ce sera pour 12h30, et en attendant, 12h30, oui, et je vous invite à l'apéritif qui est servi aujourd'hui sur la terrasse. Merci.